moi j'ai toujours envie de remettre nos enfants handicapés dans la vie de tout le monde, et j'ai envie d'abord de dire qu'ils sont comme tout le monde dans l'expérience de leur corps, notamment dans toute l'enfance. Avec cette question de la puberté, on a tendance à voir la question comme la sexualité apparaît à ce moment-là, au moment de la puberté, alors qu'en fait, notre enfant, tout enfant, développe un savoir sur son propre corps. Tous les soins d'hygiène où on nettoie l'enfant et on nettoie cette partie génitale, l'enfant, il sent très bien qu'il n'a pas les mêmes sensations quand on touche cette partie-là de sa personne et quand on touche le reste du corps. Et donc, eh ben, il comprend, même si c'est simplement des soins d'hygiène, eh ben, déjà là, il sent les différences de sensibilité, donc il sent qu'il y a une partie de sa personne, et donc il est sexué dès le départ. C'est même beau dans la parole de Jésus, à l'origine, Dieu les créa hommes et femmes. Et donc à l'origine, dès le tout petit, on peut l'entendre à l'origine, au début du monde, ou à l'origine, dès le début de la vie de l'enfant, la sexualité est présente. Là encore, on va balancer entre ce qui est spécifique au handicap et ce qui est comme tout le monde, en fait. Ce qui est étonnant en réfléchissant avec Damien, c'est ce qui nous a marqué, c'est qu'on s'est dit, mais finalement, à chaque fois qu'on essayait de parler... y a-t-il une différence ? Voilà, on se disait, mais finalement, mais pour un autre enfant aussi, enfin pour un autre jeune qui a sa puberté aussi, ces questions-là se posent. Et finalement, c'est assez rassurant de se dire assez rassurant que finalement, c'est les mêmes questions. C'est juste que on va peut-être encore avoir moins de repères, ça va être peut-être encore plus dérangé. Donc on peut parler de tous les dérangements que ça provoque, et c'est important de les nommer parce que, mon Dieu, on peut se sentir bien démuni face à ces dérangements. La pilosité qui apparaît, par exemple, pour certains, c'est perturbant. Et je me souviens d'une réunion où avec l'Institut, où on était toutes les deux présentes et où la question a été abordée, où cette maman a dit, mais je suis hyper gênée de lui raser les joues, de le raser. C'est pas un homme. Et on sentait dans sa gêne que là, il y avait une étape dans le corps de son enfant. L'étape de la puberté était là, mais elle n'arrivait pas à envisager ce passage. Pour elle, son enfant c'était pas encore un homme, quoi. Et donc voilà, c'est dire à quel point cette étape-là, elle est perturbante quand même spécifiquement pour la personne handicapée, un peu parce qu'on a l'impression que ce sera un éternel enfant, ce qui n'est pas vrai. Non. Et la puberté, justement, marque parfois violemment ou de toute façon clairement dans le corps qu'il y a un passage à l'âge adulte. Et quand on est parent, ça peut être difficile de passer ce stade de l'âge adulte chez notre enfant porteur de handicap, parce que quelque part, est-ce qu'il ne va pas y avoir une perte de maîtrise, de contrôle, de pouvoir peut-être, je ne sais pas, si on va un peu plus loin, et parce que justement l'éternel enfant, il va être plus proche de nous, on va encore lui apporter, on sait ce qui lui fait du bien, parce qu'on est ses parents. Et voilà, donc je pense que c'est une question importante à se poser de comment je me positionne par rapport à cet adulte qui vient et qui va continuer, et comment je lui permets de continuer son chemin dans la liberté, même s'il est barré par plein de choses ou par plein d'incapacités ou de choses qui le gênent ou qui le contraignent. Alors donc là, il y avait cet exemple de la pilosité. Pour les filles, ça va être cette difficulté qu'on entend dans la voix de pas mal de mamans, des règles qui arrivent avec l'hygiène qui va avec. On aimerait que ce moment puisse être son moment à elle, où elle va pouvoir gérer sa propre intimité, et non, on se trouve à s'occuper de quelque chose qui devrait être à elle. La résistance au changement, on en a toujours, c'est sûr. Et comme parents, c'est que voilà, quand on a peut-être trouvé un équilibre, surtout avec le handicap, qui n'est pas forcément facile à trouver, qui est encore quelque chose qui vient de perturber l'équilibre si chèrement acquis, ça peut être encore dire ah non, pas ça. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est le déséquilibre qui fait avancer, comme toujours. Hein, mais des fois, c'est peut-être Alors, ça pourrait être le truc de trop, mais il ne faudrait pas que ce soit le truc de trop, et que justement, pour ça, on l'efface complètement en disant non. Puis de toute façon, a priori, la sexualité, c'est vraiment pas une question. Le risque, il est vraiment là. Alors moi, je voudrais nommer une série de résistances qu'on peut avoir.
Une résistance, par exemple, j'ai l'exemple de, par exemple, dans l'habillement, de continuer à habiller son enfant de manière trop enfantine, et de ne pas faire la bascule, de se dire, de ne pas marquer dans l'habillement qu'il y a un passage. La puberté, ça peut être ce passage-là. Est-ce que j'ai une résistance aussi à complimenter l'enfant? Je suis heurtée par tel ou tel aspect de son corps, et du coup, j'ai du mal à le complimenter, à lui dire que telle ou telle chose dans son corps sont belles. Voilà, ça, je trouve ça important. Moi, même si elle comprend pas, je dis souvent à Philippine que je la trouve belle. Damien, cette plaisanterie en disant, mais si elle n'était pas handicapée, elle ferait tomber tout le monde. Enfin. Et donc, de signifier aux jeunes ces qualités qui sont les siennes. Alors, on peut avoir une résistance à ça, à donner ces compliments-là, parce qu'on est heurté par un corps qu'on voudrait pas marquer. Et il peut l'être. Aussi, la manière dont on en parle en couple. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a la grande question, c'est de dire, comment va-t-on parler à notre enfant handicapé de cette question de la sexualité? Mais comment déjà en parle-t-on à deux? C'est-à-dire que si déjà on n'arrive pas à trouver les mots entre hommes et femmes, dans le couple, et peut-être aussi avec nos autres enfants, on va d'autant moins les trouver avec la... Donc en fait, on a un travail en amont à faire. Je voudrais parler aussi de la résistance qu'on peut avoir sur le fait que de toute façon, il ne va pas comprendre, donc je ne vais pas lui en parler. Et ça, je me dis, ça c'est une trop bonne excuse qu'on se donne trop vite. C'est-à-dire, on dit tout le temps que dans la communication, il y a 80% de non-verbal et 20% de compréhension directe. Ça veut dire que mon enfant, si je lui parle de sexualité, même s'il ne comprend rien des 20% intellectuels, entre guillemets, que je lui dis, il va comprendre plein d'autres choses. Et du coup, pourquoi pas décider qu'on parle peut-être apparemment dans le vide, mais en fait se dire non, je ne parle pas dans le vide, je ne parle peut-être pas à son intelligence, mais je parle peut-être autre part de lui que je ne sais pas. Et aussi l'idée que d'y revenir par étapes. On le sait aussi avec les enfants qui n'ont pas de handicap. On va expliquer comment les parents font les bébés à des petits. Et on voit un an après, ils reposent la question, on a l'impression qu'ils n'ont rien retenu de ce qu'on a dit un an avant. C'est pas grave, on met des couches, on réexplique, et eux, ils prennent juste une chose à chaque fois, et on ne sait pas laquelle. C'est pas grave, c'est eux, en fait je trouve ça assez chouette, c'est l'autonomie de l'enfant qui prend ce dont il a besoin. La manière de signifier le changement d'un enfant qui devient adulte après la puberté, ça peut être aussi de le faire participer à la vie familiale ou communautaire, d'église ou autre, ou associative, comme un adulte qu'il est et qu'il va devenir. Parce qu'on n'emmène pas un enfant forcément à une soirée, mais pourquoi on n'emmènerait pas le jeune adulte porteur de handicap à une soirée ou à d'autres activités qui sont plus de son âge. Voilà. Mais c'est certainement très important, et y compris pour les gens pour les autres qui vont le voir dans ces circonstances-là, quoi. Je pense à la présence des personnes handicapées dans les mariages. À quel point ça pose question dans les familles. J'ai des exemples en tête de... souvent pour eux, c'est hyper important, ces moments de fête-là. Alors, quelquefois, ça a une part douloureuse, parce qu'est-ce que moi, il y aura une fête comme ça pour moi un jour? C'est pas sûr. Il y a des parents, du coup, qui se disent, comme on ne sait pas si un jour il y aura un mariage, ou je sais pas quoi, des parents qui décident de créer une vraiment grosse fête, presque comme un mariage, où le jeune sent qu'on lui fait la fête d'une manière significative. Donc peut-être que ça, c'est aussi une manière de signifier aux jeunes, t'es un homme, t'es une femme, alors peut-être à 20 ans, ou à 18 ans, ou à 15, je sais pas, comme les parents le sentent, mais créer un événement de passage, parce que peut-être il n'y aura pas le passage du mariage, je dis pas, hein, mais du coup, de faire attention à ça. Alors, réfléchir à la question de l'intimité quand on s'intéresse à celle de la sexualité et de la vie affective, c'est une bonne entrée en matière.
L'intimité, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir vivre et une vie intime, et une vie affective, et une vie sexuelle. En fait, il n'y a de possibilité d'accéder à une vie affective tournée vers les autres et une vie sexuelle que si on a la possibilité d'accéder à l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose qui se construit, qui se conquiert, et moi j'aime bien la définir comme la capacité à être seul. En fait, pour pouvoir vivre dans l'intimité, il faut être suffisamment construit pour ne pas avoir besoin de l'autre et pouvoir se tourner vers un autre à l'occasion, qu'on découvre ici, non plus comme un protecteur, mais comme quelqu'un qu'on peut rencontrer dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que l'intimité, ça permet véritablement d'accéder à des modes de pensée et de comportement qu'on ne s'autorise pas sous le regard de l'autre, encore moins sous le regard des parents. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se construit. Pour accéder à une intimité, il faut accéder à des espaces où on n'est pas sous le regard de l'autre. Et il faut pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une fuite du regard de l'autre, c'est une capacité de s'en passer et à rester soi-même en l'absence de ce regard. Alors, je ne sais pas si ça existe une juste relation, parce que, en effet, ça dépend du contexte, des circonstances et des personnes avec qui on est en relation. Là aussi, c'est quelque chose qui se construit et on découvre au fur et à mesure de la vie comment on peut se comporter avec les uns et avec les autres. Alors, dans mon expérience, qui est assez ancienne, j'ai eu la chance, moi, d'observer une évolution extrêmement sensible et conséquente auprès des personnes en situation de handicap. Et moi, j'ai pu m'occuper de personnes assez lourdement handicapées aussi. Et globalement, on est passé d'une situation de dépendance extrême, pas si lointaine que ça, en tout cas il y a une trentaine d'années, et peut-être même encore une vingtaine d'années, on avait affaire à des personnes qui étaient considérées comme des enfants, et dans la distance qui était mise en place, eh bien, c'est celle qui restait la plus importante. En fait, globalement, on considérait que les personnes en situation de handicap étaient quelque part comme des enfants, et on les traitait comme tels, ce qui fait que la distance qu'on observait avec elles était une distance très, très courte, avec cette confusion qu'il pouvait y avoir entre la proximité et la protection. Ce qui donne parfois des idées assez fausses aujourd'hui de ce qu'est la vulnérabilité. Et donc, on part du principe qu'on a affaire à une vulnérabilité aujourd'hui, comme hier, on considérait qu'on avait affaire à des enfants, et même à d'éternels enfants. Le fait de ne plus considérer les personnes en situation de handicap comme d'éternels enfants a apporté des modifications tout à fait importantes, observables. Et la première caractéristique qu'on peut observer, c'est l'apparition progressive et assez rapide aujourd'hui, et qui s'est généralisée, de phénomènes adolescents. C'est-à-dire, il y a 20 ans, 30 ans, on ne parlait pas du tout d'adolescence chez les personnes en situation de handicap, puisque c'était d'éternels enfants. Aujourd'hui, on observe de vrais phénomènes adolescents à un âge cohérent. Ce qui veut dire que ce qui a changé avec l'environnement, c'est les capacités de construction, de structuration psychique des personnes handicapées elles-mêmes. Et justement, la juste distance est tout à fait liée avec cette question. Une distance de trop grande proximité qui entraîne une conception de personnes fragiles et une protection qui est souvent une surprotection empêche la structuration psychique et partant la structuration affective. On pouvait dire à une certaine époque que certaines personnes en situation de handicap étaient affectueuses, par exemple. Or, elles étaient plutôt démonstratives dans un registre inapproprié, qu'on pensait être lié à la situation de handicap.
Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas lié à la situation de handicap, mais c'est lié à une forme éducative ou à une absence de forme éducative, à une absence de croyance en la capacité à se structurer des enfants eux-mêmes et des personnes que ces enfants deviennent. Donc la juste distance, elle est effectivement tout à fait importante et elle rejoint la confiance en la capacité de l'autre à se développer et à prendre les risques inhérents à la vie. Pas forcément des risques disproportionnés. Ils peuvent apparaître comme disproportionnés, mais le sont-ils? En tout cas, des risques qui sont ceux de la vie. Pour vivre, effectivement, il faut se frotter à la réalité et vivre sûrement des expériences qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être douloureuses, ce qui est autre chose que des expériences positives, parce que des expériences douces peuvent ne pas être positives et des expériences douloureuses peuvent être positives. Donc la juste distance, c'est peut-être essentiellement celle qui laisse de l'espace à l'autre pour faire ses expériences et se construire. Oui, le rôle des parents dans l'acquisition de la perception de la juste distance pour l'enfant en situation de handicap, elle découle essentiellement des expériences et des éprouvés qui se passent en famille. Et idéalement, ce qui est rarement simple, c'est de pouvoir retrouver une spontanéité avec son enfant. Et quand on en a plusieurs, c'est d'être au plus proche de la manière d'être avec les autres enfants auprès de l'enfant en situation de handicap. Or, on le sait maintenant, justement, sur les effets sur le développement, le handicap n'empêche pas de se construire, n'empêche pas de se structurer et n'empêche pas de tirer profit des expériences. Alors, on a des amis, on peut faire beaucoup de choses avec des amis. On a un amoureux. Alors, on les accompagne déjà dès le début sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un ami, qu'est-ce qu'on peut faire avec un amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, on va se rendre compte que finalement, on peut aller au cinéma avec un ami, ou avec des amis, avec un amoureux. On peut aller manger, on peut aller boire, on peut aller jouer. Il y a un certain nombre d'activités qui vont être communes. Après, il y a la spécificité de l'amoureux, c'est-à-dire que l'amoureux, on va en avoir qu'un. Et on va pouvoir faire des choses un peu différentes. On va avoir des moments d'intimité. Par rapport aux propositions qu'on peut faire aux jeunes adultes et aux adultes, c'est aussi de les aider à identifier ce qu'on ressent quand on est ami et ce qu'on ressent quand on est amoureux. Parce que parfois, on a des amitiés très, très fortes et les sentiments entre une amitié très forte et le sentiment amoureux sont parfois assez proches. Et c'est important d'aider les adultes qu'on accompagne sur les émotions, les ressentis qu'on peut avoir dans une relation amoureuse, et puis finalement, le positionnement qu'on va avoir quand on est amis. Comment je me sens avec cette personne-là, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'aime vivre avec cette personne. C'est vraiment poser des choses concrètes pour accompagner la personne sur est-ce que là je ressens de l'amitié, est-ce que là je ressens de l'amour. Parfois la frontière est mince et c'est pas toujours évident d'arriver à faire la distinction pour eux. Parfois, ils vont nous dire ce qu'ils attendent d'un amoureux et finalement, on se rend compte en fait qu'ils attendent la même chose que d'un ami. La seule chose, c'est qu'il y aura une étiquette, une reconnaissance sociale. Ils ont un amoureux. Ils vont pouvoir s'inscrire dans la société. Mais bien souvent, ils vont nous dire on s'embrasse ou on va coucher ensemble, mais finalement, on s'aperçoit que c'est juste passer un moment ensemble, mais il n'y a pas forcément derrière ce que nous, on imagine. Alors un point qui nous paraît important, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte, pour nouer une relation d'amitié ou une relation amoureuse, va devoir déjà s'aimer lui-même, avoir une bonne estime de lui. Donc avec le handicap, il va falloir aussi l'accepter, si on peut dire, en tout cas faire avec, le reconnaître, construire son identité. Et pour pouvoir ensuite aimer les autres. Ça commence par soi-même, donc il va falloir travailler l'estime de soi. Il y a d'autres choses qu'il va falloir travailler aussi, c'est les émotions. Il est important pour chacun d'abord de savoir exprimer ses émotions, mais aussi de savoir décoder les émotions des autres personnes. Et donc nous, on fait tout un travail par rapport à ça, comment je lis l'émotion de l'autre, comment moi je peux exprimer les miennes,
Oui, c'est important de savoir effectivement les identifier, les reconnaître, pour savoir comment les vivre, comment les gérer, et surtout dans la relation à l'autre. Et puis savoir décrypter les langages de son corps aussi. On travaille beaucoup avec, dans notre accompagnement, mon corps il me dit quoi? Il me dit oui, il me dit non. Donc déjà, le comprendre, savoir décrypter certains signes, le cœur qui bat, ou enfin voilà, tout ce qu'on peut ressentir. Et puis après, savoir aussi se positionner. Non, ça me plaît pas. Comment je vais dire non? Alors ce qui peut favoriser l'amitié, déjà ce qui nous paraît important, c'est vraiment pouvoir faire des rencontres dans le milieu ordinaire et avec ses pairs. Ça c'est important, de pouvoir nouer dans les deux milieux. Parce qu'on est plutôt amis avec des gens qui nous ressemblent, c'est important aussi de rencontrer ses pairs. On voit bien que les enfants qui sont tout le temps dans le milieu ordinaire jusqu'à l'âge adulte, en fait, ils vont nouer, au départ ça va être dans la spontanéité de l'enfance, mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, la construction avec des personnes dans le milieu ordinaire, la construction de la vraie amitié, elle va être plus difficile. Mais pour rejoindre ce que tu dis, c'est aussi les parents doivent avoir à ce moment-là aussi travailler l'acceptation du handicap de leur enfant pour accepter effectivement que les amis de leur enfant leur ressemblent et que surtout ces relations amicales elles puissent être épanouissantes. Après, je pense qu'il y a aussi tout le rôle des parents aimants qui aident aussi l'enfant à se sentir bien, à s'épanouir déjà. Le fait que les enfants se sentent aimés dans sa famille, avec ses frères et sœurs, ça va forcément l'aider à aller vers le milieu extérieur.